comment évolue ce corps éthérique? Comment il évolue? Dans l'Atlantide et avant, le corps éthérique était beaucoup plus grand que le corps physique. Le corps physique était un peu mou, était même, tout dépend, plus on recule dans le passé, plus le corps physique est mou et informe, hein. Il sort du spirituel, donc petit à petit, il se condense, hein. En Lémurie, c'était encore des corps déformables, genre Méduse améliorée. Puis petit à petit, donc, il s'est densifié. Et puis, quand on sort de l'Atlantide, eh bien, on a donc une tête physique et une tête éthérique qui est au-dessus. Voilà. La tête éthérique, elle dépasse quand on sort de l'Atlantide. Et donc ici, il y a le troisième œil éthérique, et ici, il n'y a rien. Et donc c'est pourquoi les Atlantes voyaient dans l'éthérique. Parce qu'ils avaient un organe éthérique ici disponible, libre. Bon, ils ne voyaient pas d'une façon claire, mais ils voyaient dans l'éthérique d'une façon confuse, mais qui leur disait par exemple cette plante est bonne à manger, celle-là ne l'est pas, ça c'est dangereux, ça ne l'est pas. Hein? Vous voyez, on ne réfléchissait pas, on regardait éthériquement parlant et on se disait il ne faut pas faire ceci ou il faut faire cela. Vous voyez, les idées venaient comme ça. Ce n'étaient pas des idées intellectuelles, ce n'était pas calculé. Ça venait, les animaux savent faire ça encore. Hein? Les animaux, quand ils sont malades, et quand ils sont en liberté, bien entendu, et dans un milieu encore qui leur convient, eh bien, ils vont chercher soit les plantes qui leur conviennent bien, soit ce qu'il faut faire, etc. Les oiseaux, par exemple, quand leur migration, ils suivent des courants éthériques dans l'air. Voilà, les saumons là, et tout ça, les thons qui vont pondre dans des lieux privilégiés, ils suivent des courants éthériques dans l'eau. Hein? Donc ils sont très guidés par tout cela. Et petit à petit, donc au cours des civilisations, hein, après l'Atlantide, donc les proto-hindous, etc., eh bien, on est arrivé au point aujourd'hui où donc la tête ici et la tête éthérique est l'une sur l'autre. Et ce troisième œil éthérique est venu ici. Donc, quand les deux organes ont coïncidé, on a perdu la vision éthérique, mais on a acquis la conscience du moi. La conscience du moi provient du fait que donc l'organe éthérique là est en même temps qu'au même endroit. Voilà. Donc maintenant, il serait juste que de nouveau, tout en gardant la conscience du moi, tout en gardant, il serait juste de commencer à dégager, hein, de repartir en arrière, de façon à garder donc la conscience du moi, mais d'acquérir la vision éthérique. La récupérer. La récupérer. Les peuples très primitifs, ils ont encore gardé cette conscience atlante. Hein. Ils ont encore gardé le botin, comment il s'appelle? J'ai ces livres-là de botanique, l'allemand, là. Il est venu faire une conférence. Hein? Non. Pokemon. Oui. Comment? Pokemon. Bon, peu importe, enfin bon, et j'oublie son nom. Mais en tout cas, il a fait une conférence en disant... Oui, je crois que c'est peut-être lui.
où il racontait cette histoire qu'il était en Australie. Et donc là-bas, il y a des Australiens, décidément, les gens, les Bushmen, là, bon, ils sont plus que primitifs. Ils se promènent tout nus, ils veulent rien savoir. Bon, eux, ils refusent tout de la civilisation, tout. Des habits, de toute structure sociale. Enfin, rien de ce qu'on a ne les intéresse, rien. Bon. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute la paix et qu'ils aillent dans le désert et qu'ils se promènent dans le désert à leur guise. Voilà. Donc, ils ne sont pas méchants, mais ils ne veulent pas de contact. Alors donc lui, il est allé, il avait une voiture, eux ils marchent à pied, il avait une voiture et il met son camp à côté du leur. Bon, le lendemain matin, eux ils sont partis, lui il est resté là. Bon, comme il était en voiture, il a rattrapé le camp où ils étaient, évidemment il marche à pied, et il remet son camp là, enfin il dort dans la voiture. Le lendemain matin, ils sont partis. Donc, troisième nuit, troisième fois la même chose. Bien. Bon, et donc, soit au troisième, soit au quatrième jour, un des Bushmen vient le voir en disant « Je sais ce que tu veux telle plante, et elle se trouve à tel endroit dans la montagne. Va chercher la plante que tu veux et laisse-nous en paix. » Donc, voilà, exactement, c'est basé comme ça. Et c'était vrai, ils cherchaient une plante. Voilà. Donc, évidemment, mais comment ils le savent? Eh bien, ils le savent, encore une fois, parce que leur œil éthérique est décalé par rapport à la... Et alors, de fait, ils n'ont presque pas de conscience d'eux-mêmes. Ils se donnent le nom de leur groupe, et tous les membres du groupe sont interchangeables. Il n'y a pas de caractéristiques, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef, etc. Et tout le monde fait partie. C'est un groupe, ils ont une âme groupe commune. Voilà. Ils partagent tout, enfin ils n'ont pas grand-chose, donc c'est vite partagé, et ils ne veulent rien. Ils refusent complètement... alors là, le refus est net et total. Ils veulent ni nos habits, ni nos rien, quoi, rien. Rien de ce que nous pouvons avoir ne les intéresse. Ils vivent dans le désert, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent, et ils ne meurent pas de faim, parce que justement, ils trouvent au bon moment ce qu'il leur faut quand il le faut. Voilà. Ils font un trou dans le sable, ils trouvent de l'eau, ils cherchent des insectes ou des œufs, enfin voilà. Un livre là-dessus, c'est Message des hommes. Oui, des hommes véritables. Oui. Aux mutants. Oui, quelque chose comme ça. Oui, l'histoire, une Anglaise qui a été avec eux. Oui. Alors donc, le corps éthérique va s'occuper de nous, notre corps éthérique va s'occuper de nous. C'est lui qui gère toutes nos maladies et nos guérisons. Il n'y a pas d'autres guérisons et d'autres maladies que des maladies ou des guérisons qui sont éthériques au départ. Le corps physique en soi n'a pas de... Il n'y a pas de maladie astrale. Non, il y a des maladies astrales et éventuellement même du moi, mais je veux dire qu'il n'y a pas de maladie physique pure. Un maladie physique pure, c'est un non-sens. Bon, c'est un non-sens. Tout provient, encore une fois, l'animateur du corps physique, c'est le corps éthérique, et c'est lui qui est capable de le guérir, ou incapable de le guérir, ou qui lui-même est vicié par les substances qu'on avale, volontairement ou involontairement, hein, la nourriture, tout ce qu'on a là-dedans. Maintenant, c'est la catastrophe. Hein. On a trouvé dans le sang des petits bébés à 6 mois, on a déjà trouvé je ne sais pas combien de centaines de poisons.
à 6 mois qu'on avale par l'air qu'on respire. Le biberon, ah oui alors, le biberon justement, le micro-ondes, voilà une catastrophe sans nom. Hein? Pourquoi? Parce que il détruit les forces éthériques. Quand vous mettez un truc au micro-ondes, pour vous en nourrir, c'est pas la peine de le manger, il n'y a plus rien dedans. Hein? Ça vous remplit l'estomac, mais ça donne l'impression qu'on a mangé quelque chose, mais en fait on n'a rien mangé du tout. Parce que la nourriture qui nous nourrit, c'est justement l'éthérique de la nourriture et pas la nourriture elle-même. C'est l'éthérique de la nourriture. Voilà. C'est pourquoi au micro-ondes, la nourriture est complètement déséthérisée, si j'ose dire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas manger cru, carrément? Alors, on peut manger cru, oui, c'est mieux. Bon. Alors, bien sûr, il y a des trucs qu'on ne mange pas tout à fait cru, bon, je suis bien d'accord, mais justement, parce que notre corps éthérique, admettons de la pomme de terre, eh bien, il n'est pas capable de la manger crue, parce qu'il n'est pas capable, éthériquement parlant, de la digérer. Voilà, donc on doit la livrer aux forces. Alors, à quoi on la livre? Alors, eh bien, à l'éther de chaleur qui est déjà rimanisé. C'est comme la viande aussi. Oui. On est capable de la digérer, la viande. Bah oui, parce qu'il faut la livrer à l'éther de chaleur pour commencer la digestion. Donc, où en étais-je pour la santé? On va y revenir. Alors tout au long de la vie, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait sans y penser? Tous les soirs, on est fatigué. Fatigué parce que, oui, voilà. On est fatigué. Pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Même si on n'a rien fait. Parce que notre corps physique était pris par les forces du moi, et le moi, par essence, est trop attaquant, si j'ose dire, trop dur, pour garder le corps physique se détériore. Il le prend trop fort dans son étau. Donc, le corps physique se détériore, le fait de penser, même si on ne pense pas beaucoup, mais quand même, le fait de penser, le fait d'exister, de se sentir vivre, de se sentir présent, donc avec tout ça, c'est le moi qui fait ça. Donc l'étau du moi sert le corps physique qui ne peut pas se développer normalement, et donc il se sent fatigué, et il réclame le repos. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut retourner dans le monde spirituel. Donc quand on a envie de dormir, c'est un impératif qui appelle le corps donc il appelle le moi dans le monde spirituel, et donc il appelle le corps éthérique à rester seul avec le corps physique. Alors quand le corps éthérique et le corps physique restent seuls, l'éthérique le répare, n'est-ce pas, et fait tout ce qu'il faut. Alors, il va chercher les images dans le monde spirituel, des images correctrices, si vous voulez, et qu'il les ramène, et il rectifie ces images que l'on a faussées dans la journée. Dans la journée, on vicie l'image. L'image devient trouble, devient mauvaise, on n'a pas le modèle. Le modèle s'efface. Le modèle de ce que ça devrait être. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dans la journée, le modèle pâlit.
Voilà. Le modèle de la bonne santé, le modèle de tout ce qui physiquement doit être juste. On oublie en quelque sorte. Donc le modèle pâlit et les désordres organiques s'installent. Voilà, donc il faut se décrocher de la terre, il faut se décrocher de tout ça, et donc on s'endort, et le corps éthérique est là tout à son aise pour pouvoir réparer, faire les réparations qu'il faut. Donc le matin, on se réveille en pleine forme. Parce que on a laissé donc... alors il y a des gens qui dorment beaucoup, d'autres qui ne dorment pas beaucoup, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ce qu'on a fait entre nos deux vies. Voilà. Comment on a mené la vie. Si on est monté tout de suite dans le milieu des mondes, au milieu des mondes, et on est redescendu lentement en musardant, ou si on est monté lentement en regardant le paysage et puis on est descendu tout d'un coup, on va avoir besoin de peu ou de beaucoup de sommeil. Alors donc, il y a un organe, tous les organes ont évidemment leur contrepartie éthérique. La rate, par exemple, même si on enlève l'organe physique, l'organe éthérique reste. La rate, par exemple, c'est Saturne, notre Saturne. La rate éthérique, c'est comme une boule de billard nacrée qui tourne et qui doit bien tourner, qui doit bien être jolie et tout. Alors si elle est en bon état, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, la rate? Elle nous permet d'avoir une vie déréglée. On se lève à n'importe quelle heure, on mange à n'importe quelle heure, on se couche à n'importe quelle heure, et tout va bien, parce que la rate va lisser les bosses. Bon, quand la rate ne va pas bien, eh bien, il faut avoir une vie, on se lève à l'heure précise, le petit déjeuner à telle heure, on se couche à telle heure, etc. Une vie tirée au cordeau, là. Alors, c'est la rate qui nous autorise, justement, qui devient un Saturne intérieur, qui nous isole du monde extérieur et qui nous permet de sortir un peu du cycle, comment dirais-je, du cycle extérieur, d'avoir un cycle personnel. Et puis tous les organes ont leur compensation. Le cœur en particulier, et ça on reviendra sur le cœur dans d'autres conférences parce que c'est super intéressant et super compliqué. Le cœur est un organe essentiellement éthérique. L'essence du cœur est éthérique et pas physique. Alors évidemment, il y a une fonction pompe, mais la fonction pompe est accessoire et presque secondaire à la fonction éthérique qui est, elle, de réguler le flot du sang, de le maintenir dans une composition chimique constante et d'indiquer aux autres organes ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre plus... lui rajouter du sucre ou en enlever, lui rajouter de l'oxygène ou en enlever, etc., de filtrer et tout. Bon, donc, d'ailleurs ça, même les physiologistes savent très très bien que le rein prime sur le cœur. C'est le rein qui dit au cœur de ralentir ou d'accélérer en fonction des besoins de la filtration du sang. Donc ça, même les physiologistes le savent très bien. Et on reviendra sur le cœur. Il a une fonction essentielle, du point de vue éthérique, une fonction d'éthériser le sang. Le sang, en deux mots, il ne fait pas un tour comme disent les physiologistes. Les physiologistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le sang va des organes au cœur, après une deuxième circulation donc par les poumons, et retourne aux organes. Ben non, c'est pas vrai. Entre-temps, le sang sort, pas dans le lustre, non? Il sort donc par la tête et il revient. Donc il fait une boucle dans le monde éthérique. Le sang fait une boucle et revient. Et cette boucle, elle l'enrichit exactement comme par les poumons et par le rein, etc., lui rajoute des nouvelles facultés. Et bien par
donc par le monde éthérique, cette éthérisation du sang est capitale. Alors quand on met un cœur en plastique maintenant, comme je ne sais plus comment il s'appelle, le professeur français, là. Non, lui c'était en Afrique du Sud bon. Mais nous, actuellement il y a un Français là. Non mais il est mort. Non, le professeur. Le patient. Le patient est mort. Non, non. Oui, le deuxième patient est mort. Oui. Alors, donc le chirurgien en question, français, il a fait une société. Qui s'appelle Carlsat. Voilà, la société. Elle s'appelle pas Carlsat. Peut-être, oui. Enfin bon, il a fait un cœur purement mécanique, voilà. Enfin, son but, c'est de faire un cœur en plastique qui marche tout seul, qui pompe très bien, et voilà. Et enfin, ces deux patients, en tout cas, sont morts. Ils ont survécu quelques jours, évidemment. Il y a une inertie, mais enfin, ils ne sont pas allés très loin. Et bon, alors... De décembre à janvier pour le... Oui. Enfin bon, parce qu'il reste quand même la fonction éthérique, mais bon, enfin bref. Mais c'est ça c'est une chose totalement dramatique pour tout le monde, pour le pays en entier. Pas que les patients sont morts, mais qu'on leur insuffle par le voie des journaux l'idée que le cœur est un organe purement mécanique et le reste s'en suit. Bon, enfin on est en train de concevoir. Alors d'un côté on fait des robots mécaniques, mais d'un autre côté on essaye de faire des robots biologiques, vous savez. On fait des robots parce que le rein aussi, on peut filtrer le sang avec des machines, des filtres, le cœur, enfin, etc. Donc on peut presque concevoir un robot biologique, ouais, comme ça. Alors, donc, et ça c'est quelque chose qui aggrave la santé de votre cœur, et insuffle des maladies cardiaques si on pense à son propre cœur comme à une pompe. Hein? Oui, ça l'insulte et ça le mortifie. Bah oui. Voilà. Comme si les maris pensaient à leur femme uniquement comme une machine à passer l'aspirateur. Voilà. Je pense pas que ça ferait des bonnes relations familiales. Mais, donc il faut pas penser à son cœur, il faut aimer son cœur et savoir que son cœur fait bien autre chose que de faire mouvoir le sang. Et ça, on y reviendra dans d'autres conférences sur l'éthérisation du sang. Alors, donc, à la naissance, le corps éthérique préexiste au fœtus, préexiste au premier germe fécondé, et donc il va accompagner le corps physique tout le long de la vie avec en pointillé. Chaque fois, n'est-ce pas, on dort. Donc on devrait dire, n'est-ce pas, on devrait avoir la vie, je suis, je ne suis pas, je suis, je ne suis pas, hein, puisque Descartes disait, je pense donc je suis. Donc notre pensée est tout le temps entrecoupée par des nuits durant lesquelles on ne pense pas. Donc on a ce rapport alternatif avec donc le corps physique et le corps éthérique. Mais il y a encore d'autres possibilités. La mort, là c'est un abandon pur et simple. Donc quand c'est fini, le corps éthérique s'en va. Il abandonne le corps physique qui ne sert plus à rien. Et qu'est-ce qui va se passer là? Fonction mémoire. Donc il va vous resservir en image toute votre vie.
le film va de nouveau se dérouler par grandes périodes, par grands morceaux de 7 ans, de 7 ans en 7 ans, des grands tableaux qui vont vous montrer ce que vous avez fait durant 7 ans, par grands tableaux comme ça, et ça ira assez vite d'ailleurs, parce que ça va s'éteindre durant le temps que vous pouvez passer à ne pas dormir. Quand on résiste au sommeil, hein, combien de temps on peut résister au sommeil? 24 heures, 36 heures, 48 heures, bon, voilà. Donc, le temps que chacun d'entre nous est capable de résister sans s'endormir, eh bien, donc le corps éthérique, dans cette période-là, va lui resservir toutes les séquences de sa vie. Gilgamesh est allé chercher des renseignements et il a rencontré le descendant de Noé et qui lui a dit des tas de choses. Et puis il lui a dit, écoute, je te donnerai des perles de sagesse, mais il faut que tu restes 7 nuits à ne pas dormir. Alors le Gilgamesh n'y est pas arrivé. Il s'est endormi à la 2 ou 3e, je ne sais pas. Et donc il a raté son examen de passage. Et donc Noé, qui s'appelait d'un nom assez marrant, Utanapishtim. Bon. Donc dans cette légende-là, il s'appelle Utanapishtim. Et il lui donne quand même une perle de sagesse, mais en disant qu'il n'a pas réussi son coup correctement. Donc, durant le temps que l'on peut résister à l'envie de dormir, eh bien, durant ce temps-là, on va avoir un panorama de toute notre vie, par morceaux de 7 ans en 7 ans, et on pourra comme ça juger de la valeur de ce qu'on a fait. Et le corps éthérique, donc le corps physique, il ira dans le cercueil si on veut, et le corps éthérique va rester là, il y aura un cadavre éthérique. Et là, il est quand même préférable de brûler les gens que de les enterrer. Parce qu'en les brûlant, on brûle aussi le cadavre éthérique. Tandis que... Et puis on brûle l'attractivité qu'a le bonhomme avec son corps physique. Alors s'il a une attractivité, s'il regrette quelqu'un qui n'a eu une vie terrestre que matérielle, et il n'a pensé que à son corps physique et à son bien-être physique, etc., quand il va mourir, il va être totalement dépossédé. Et donc il va essayer de s'emparer du cadavre éthérique pour faire quelque chose. Et le corps éthérique, lui aussi, va mourir. Donc, il y aura des rapports très mauvais entre le défunt, l'âme du défunt, et la suite des opérations. Il va essayer de re-rentrer, si vous voulez, dans la vie physique. Le corps physique, c'est fini. Donc, il va essayer de re-rentrer par le corps éthérique. Voilà. Et dans le pire des cas, ça va donner ces manifestations, les châteaux hantés, les fantômes, et des trucs comme ça. Les âmes errantes. Pardon ? Les âmes errantes. Oui, des âmes errantes. Ça donne une... Donc pour éviter ça, le mieux c'est de se faire incinérer. Comme ça, le corps éthérique est incinéré en même temps. Les cimetières sont pleins de cadavres. C'est pour ça que dans le temps, on mettait les cimetières en dehors des villes. Bon, maintenant, les villes ont avalé les cimetières, se sont engloutis, mais il y en a un pas très loin là. Bon. Alors, je me promenais dans le cimetière quand j'étais gamin, c'était mon jardin préféré mon endroit de jeu, j'y allais, là. Bon, alors, en fait, c'est mauvais. Techniquement, c'est mauvais parce qu'on s'imprègne de ces forces éthériques en décomposition
qui, au sens spirituellement parlant, ne sentent vraiment pas bon. Mais le karma a voulu faire les choses correctement. Eh bien ça donne des forces de guérison pour les médecins et ceux qui font des médecines, des médecines de guérison, guérisseurs, masseurs, enfin, etc. Tous ceux qui souhaitent guérir d'autres personnes acquièrent par ce canal des forces particulières. Et vous voyez que le karma donc, a bien fait les choses. Voilà. Sur la guérison, les gens qui font du Reiki travaillent avec des forces éthériques. T'as entendu parler du Reiki? Oui, ceux qui travaillent avec des forces éthériques, oui, quand s'ils ont été enfants à côté des cimetières, ça va les aider. Il faut planter des ifs, voilà, les ifs, les ifs. Vous savez, c'est ça, voilà. Ils protègent bien. Alors, si vous êtes à côté d'un cimetière, eh ben vous mettez dans votre jardin, et quand c'était le cimetière lui-même, à l'époque où les gens avaient encore des notions, ils mettaient des ifs à l'extérieur sur les murs, enfin le bord du cimetière. Parce que c'est un arbre qui protège bien de l'influence négative de tous ces corps éthériques en décomposition. C'est les organes malades qui restent. Un organe sain, éthériquement parlant, il se décompose tout de suite. Mais un organe malade, étant donné qu'on y a justement le corps éthérique, c'est beaucoup impliqué dans cet organe malade, eh bien il va rester longtemps. C'est quoi longtemps? Ça peut mettre combien de temps à disparaître un corps éthérique? Écoute, je ne peux pas te répondre exactement, mais plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années, tout dépend de... Et alors, les Juifs brûlent leur mort tout de suite. Qui? Les Juifs. Oui. Ils brûlent leur mort tout de suite. Oui, tout de suite, il faut attendre un petit peu. Non, mais ils le font dans les 3 jours tout de suite. Oui, mais c'est un petit peu trop tôt. Quelle est la raison pour eux? Il y a une raison... il faut attendre que le petit déroulement se soit fait, voilà, que le cinéma s'est déroulé jusqu'au bout, et après on peut y aller. Bon, il faut attendre 3 jours, enfin classiquement on attend 3 jours. Est-ce qu'il en est de la loi naturelle où le corps se décompose naturellement dans la nature, dans un cadavre? Et Les Mongols, ils laissent leur cadavre dans la steppe. Ils ne l'enterrent pas, ils ne le brûlent pas. Ils ne le mettent pas sur des trucs comme les Indiens, ils le laissent, voilà. Ils l'emmènent hors de la yourte, ils le mettent à un endroit et ils ne touchent plus. C'est pour ça que si vous baladez à pied dans la steppe mongole, vous tombez sur un cadavre. Comme ça.